Diop. Le drame des migrants au large de Ouakam, un nouveau corps sans vie repêché ce matin. Le point de la situation dans ce midi. Les dates pour le rapatriement des centaines de migrants secourus à Dakhla au Maroc connues, ce sera vendredi et dimanche. La campagne agricole et la colère des agriculteurs du Saloum. Ils dénoncent la mauvaise qualité des semences. Les complaintes des populations de l'unité 19 des parcelles assainies de Djahaï 2 et Taïf dans le département de Mbaké. Manque d'eau à Djahaï, coupure d'électricité à Taïf. Dans l'attente du délibéré de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar dans l'affaire Aliou Sané, le procureur de la République avait demandé l'annulation de la mise en liberté provisoire du coordinateur de Yanamar. L'actualité internationale, Anna Rocha. Les sports, ce sera avec Youssouf Bodian. Et à suivre la revue de presse de Mohamed Alimba et en fin d'édition, point de vue sur la problématique des inondations. Le phénomène persiste avec les fortes pluies de ces derniers jours. Des quartiers de Keur Massar sous les eaux. Touba, pas épargné. Alimba sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Et nous reparlons du chavirement d'une pirogue de migrants au large de Ouakam. Hier, en milieu de journée, l'on faisait état d'une quinzaine de corps repêchés. Nous retrouvons Boubacar Dieng. Bonjour Boubacar. Bonjour Georges. Trop de confusion dans les chiffres de cet accident en mer. Un nouveau corps a tout de même été repêché ce matin. Effectivement, comme vous l'avez dit Georges, un nouveau corps a été repêché ce matin vers 6 h du matin. Et c'est selon donc l'équipe des sapeurs-pompiers du groupement de secours et d'incendie numéro 1 de Dakar que nous avons trouvé sur place. Comme vous le savez, hier le commandant avait annoncé qu'une équipe serait là pour la surveillance. Et avec ce nouveau corps-là, le bilan officiel du côté des sapeurs-pompiers qui faisait le décompte, c'est à 16 morts. 16 morts, 2 rescapés, ce qui fait un nombre total de victimes de 18. 18 dont 16 morts, 2 rescapés. Avec le nouveau corps qui a été repêché ce matin vers 6 h du matin, différent donc de ce que beaucoup de médias ont eu à annoncer hier concernant le nombre de morts officiels de ce drame donc survenu hier ici à la plage de la mosquée de la Divinité à Ouakam. Et au moment où je vous parle, il y a une équipe de surveillance donc du groupement d'incendie et de secours donc de Dakar numéro 1 qui est là en attendant de voir s'il y a des corps qui remonteraient à la surface suite au naufrage survenu hier, Georges. Merci Boubacar Dieng, vous suivez tout cela pour nous. Et puis les 478 migrants sénégalais secourus par la marine royale marocaine seront rapatriés vendredi et dimanche selon l'agence de presse sénégalaise. Les migrants seront ainsi scindés en 2 groupes. Les femmes, enfants mineurs et les malades vont rentrer par voie aérienne en compagnie de la ministre des Sénégalais de l'extérieur. Ces migrants sénégalais avaient été secourus entre le 9 et le 22 juillet. À Notto Diobass, dans le département de Thiès, les initiatives se multiplient pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le maire de la localité a aménagé des centaines d'hectares pour une ferme agricole. L'objectif est de retenir les jeunes dans leur terroir. Cheikh Anta Diop. L'ancien ministre des Transports aériens et maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, fait l'apologie du retour à la terre. Le Sénégal a un potentiel agricole énorme. Les jeunes peuvent y croire. Ici, dans le Diobass, des milliers d'hectares sont aménagés pour y pratiquer l'agriculture et le maraîchage. Quand vous avez un périmètre comme ça sur à peu près une terre, vous avez, en fonction des périodes de production, entre 10 et 30 personnes qui travaillent. Si vous multipliez cela sur 200 000 hectares, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire travailler au moins 600 000 personnes à 700 000 personnes. Naturellement, les populations villageoises qui cultivent ces 200 000 hectares seront associés au projet en termes de joint venture. Ce sera des sociétés anonymes. Pour Alioune Sarr, les jeunes peuvent transformer le Sénégal avec l'agriculture. Il faut un programme audacieux pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Vous avez vu aussi que même le maïs, ça fonctionne bien également ici. Arboriculture avec les papayes, avec la tomate, le gombo, le piment, le poivron, la fraise. Donc l'idée c'était vraiment de montrer qu'ici à Thiès, on peut le faire. Et la production agricole, élevage peut être une source de revenus pour n'importe. Astouba
accueille ce projet à bras ouverts. On est bien ici, on peut rester au Sénégal et réussir. Dans ce champ, on nous paye journalièrement. Ces jeunes de Notto Diobass comptent davantage sur cette ferme agricole pour booster l'économie locale et rester au village. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Midi, 5 minutes. Difficile d'étancher sa soif à l'unité 19 des Parcelles Assainies de Diakhaï 2. L'eau ne coule plus à des robinets depuis plusieurs mois maintenant et les populations sont obligées de se rabattre sur les charretiers pour s'approvisionner. Reportage Aminata Ba. Le robinet de Aïda ne laisse même pas couler une seule goutte d'eau. Une baisse de pression provoquant un manque d'eau aux Parcelles Assainies unité 19 de Diakhaï 2 depuis presque 2 mois. Nous sommes vraiment fatigués à cause de la pénurie d'eau. Nous restons plusieurs jours sans eau et j'ai fait ce constat depuis que je suis là en 2019. Situation intenable pour ces habitants de la localité. Ils se lèvent au milieu de la nuit pour avoir le liquide précieux. Depuis 3 mois, nous sommes confrontés à ce manque d'eau. Parfois, l'eau de robinet coule un peu vers 2 heures jusqu'à 5 heures. Mais nous avons tout le temps des difficultés à avoir de l'eau pour faire la vaisselle, le linge. Autre alternative pour s'approvisionner en eau, les habitants de l'unité 19 des Parcelles Assainies de Diakhaï 2 déboursent de l'argent. Penda Sow vit le même calvaire. Qui est trop dur même. Nous sommes obligés de rester 1 heure à 2 heures du matin pour avoir d'eau. Sinon, on va acheter et c'est trop dur. Tu ne peux pas acheter 2 à 3 barigots par jour. C'est à 2000 francs. La CNO et les autorités locales sont interpellées par les habitants des Parcelles Assainies de l'unité 19 de Diakhaï 2. Ils espèrent une solution durable à ce problème qui perdure. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. À Taïf, ce sont les coupures de courant qui perturbent le sommeil des populations. Hier, elles ont occupé les rues de la commune pour exiger de l'électricité en continu. Elles demandent aussi le relèvement des poteaux électriques. Cela suite au décès par électrocution d'un enfant la semaine dernière. Un mémorandum a été remis au sous-préfet Papa Balagué. Brassard rouge à la main et pancarte, les populations de Taïf dans le désarroi total sont sorties pour dénoncer les coupures intempestives et les lots de désagréments dans la commune. Porte-parole du jour, Moustapha Sek, exige le retour immédiat de l'électricité dans la commune. Les populations de la commune de Taïf sont confrontées à des problèmes au quotidien à cause de cette absence quasi totale du courant électrique pendant de longues heures. Ce qui n'est pas sans conséquence, car beaucoup de nos matériels aujourd'hui sont endommagés à cause de ces coupures. Le deuxième point concerne donc le relèvement des poteaux. En cette période d'hivernage, beaucoup de poteaux sont tombés. Le troisième point donc concerne l'ouverture d'un bureau commercial. Comme vous le savez aussi, la commune de Taïf compte aujourd'hui plus de 2000 ménages. Et pour bénéficier des services de la Sénélec, on traverse des kilomètres et des kilomètres avec des conditions très difficiles pour payer leurs factures ou bien pour effectuer des demandes. La Sénélec pointe du doigt après la mort par électrocution d'un enfant de 5 ans. Ils exigent des excuses et des solutions idoines face à cette situation. Il y a 10 jours, un enfant de 5 ans du nom de Cheikh Abdou Bey a été électrocuté à mort par un poteau. D'ailleurs, nous en profitons pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Mais nous disons également à la Sénélec de présenter ses excuses. Un mémorandum déposé sur la table du sous-préfet de Taïf, Amadou Tidjane Ndiaye, non sans regretter le décès de l'enfant, entend transmettre le message à l'autorité. Nous prenons acte vraiment de votre mémorandum et saluons aussi l'initiative. Soyez rassurés également que nous transmettrons vraiment votre mémorandum. Très en colère, les populations de Taïf invitent la Sénélec à réagir dans les plus brefs délais. Papa Balagué, Taïf, Radio Futur Média. Le maire de Taïf, lui, s'est désolé de cette situation et a invité la Sénélec à remplacer les poteaux en bois et implanter dans la zone un bureau pour les réclamations. Dans le monde syndical, à l'hôpital principal de Dakar, les agents non bénéficiaires de l'indemnité de logement, accord signé entre le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé et de l'action sociale, eh bien, ces agents ont lancé une pétition, cela dans le dessein de dénoncer une discrimination. Selon le collectif des agents non bénéficiaires de l'indemnité de logement, les travailleurs diplômés ne sont pas plus méritants que les autres. Le porte-parole du collectif, Abouba, au téléphone avec Awambaï. Il y avait un accord entre le syndicat et le gouvernement. On a octroyé des indemnités de logement à tous les agents
de l'État. Malheureusement, à l'époque, on a fait des grèves et des sittings pour que l'indemnité de logement ne soit pas une discrimination, qu'elle soit attribuée à tous les agents de l'hôpital. Malheureusement, aujourd'hui, à notre grande surprise, cette indemnité qu'ils ont augmentée en 2023 à 75 000 et qui va aller à 100 000 francs en 2024, ils ont octroyé que des paramédicaux ici à l'hôpital et partout dans les établissements publics de santé. Tous les contractuels n'ont pas reçu. Donc ici à l'hôpital principal, c'est une grande discrimination puisqu'il y a plus de 622 agents qui n'ont pas reçu cette indemnité et on n'a aucune explication. Qu'on a trouvé que c'est injuste et aujourd'hui, dans tous les services, ça se ressent. Il n'y a qu'un tiers qui a reçu cette indemnité et il n'y a pas de justification. Nous, on a dit que cette indemnité, elle est discriminatoire parce qu'un logement doit être pour tous les agents. Un logement ne nécessite pas d'avoir un diplôme. Donc l'État n'a pas réagi parce qu'ils nous ont donné aucune explication et c'est une grande polémique qui est autour de l'hôpital. Donc aujourd'hui, on a jugé nécessaire de créer un collectif des agents non bénéficiaires de l'indemnité de logement. Et le premier acte qu'on a posé, c'est qu'il y a une pétition qu'on a faite à l'hôpital et tous les agents non bénéficiaires ont signé. Une vingtaine de travailleurs d'Africa Chips licenciés suite à un différend avec le directeur des ressources humaines. Une décision que ces travailleurs ont attaquée en justice. Ils demandent le soutien des autorités pour recouvrer leurs droits. Un des délégués du personnel, Bassirou Loum, au micro de Youssouf Bodian. C'est depuis la fête du 1er mai. Notre DRH avait un petit problème avec les délégués. Vu qu'à chaque année, on fait la fête devant l'entreprise, mais cette année-ci, on voulait appeler les médias pour dire ce que nous sentons, l'injustice qui se passait dans la scène de l'entreprise. Depuis qu'on travaille dans l'entreprise, on nous a jamais imposé de travailler les dimanches, surtout le fait du travail 1er mai. Sur cela, on avait un petit tiraillement avec la direction. Depuis, la direction nous a licencié plus de 20 et quelques personnes. Voilà, sur ça, on vient ici pour demander de l'aide. Le dossier est en tribunal parce qu'on a un syndicat UTS, M. Bakary Djité. On avait un procès aujourd'hui, mais on a renvoyé ça jusqu'au 21. On demande pour que justice soit faite et l'injustice qui se règne dans l'entreprise Africa Chips, qui est dirigée par Mohamed Ouazini et son DRH Pereira, que toutes les autorités viennent nous aider, c'est ça. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. L'association des agriculteurs du bassin arachidier dénonce la mauvaise qualité des semences et demande à l'État de contrôler davantage les fournisseurs et de réagir face à cette mauvaise qualité de semences. Le secrétaire général de l'association, El Hadj Cheikh Ning, avec Fatumbo. Mais présentement, on n'a même pas 400 000 hectares. Défaut de machines, défaut de semences de qualité, je dis bien. Pas de semences, mais de semences de qualité. Évidemment, la direction de l'agriculture, en collaboration avec d'autres qui ne sont pas des paysans, sont des commerçants, livrent des graines de très mauvaise qualité, de très mauvaise qualité. Ce qui a touché d'ailleurs la Sonacos, les autorités. On a toujours une mauvaise campagne de distribution de semences, les intrants. On n'en voit même pas d'intrants, pas ici, pas ailleurs. Présentement, il y a combien de coopératives agricoles qui sont organisées, mais nous n'avons pas d'assistance. Nous avons même introduit une demande d'alliance. Il a beaucoup fait d'ailleurs pour l'agriculture, le président. Mais les ayants droit ne reçoivent pas ce qui est de leur présentement. Nous ne savons plus à quelle fin s'ouvrir. C'est de demander aux autorités de collaborer avec les coopératives agricoles paysannes. Il faut que l'État associe ces instances à leurs instances de décision. D'autres agriculteurs qui se signalent aux autorités, les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal qui étalent leurs inquiétudes. Ces producteurs qui sont dans la zone de Ronk disent enregistrer une perte de 80% de leur production à cause d'un défaut de drainage. Alors que le riz est en phase de maturation, ces paysans sollicitent l'aide des autorités compétentes pour sauver leur culture. Ils faisaient face à la presse pour tirer la sonnette d'alarme. Leur porte-parole, Oubaï Ndiaye, au micro de Mamoudou Diagne.
Nous vivons dans des conditions vraiment difficiles parce que comme vous le voyez, le riz est en état de production, en état de récolte, mais on a des problèmes pour faire sortir du riz dans les champs. Le canal de drainage est vraiment plein et rempli d'eau. Et avec ce problème, l'eau qui est dans les champs ne pourra pas être évacuée. Donc cela constitue un problème vraiment déplorable. Étant paysan, comme vous le voyez, les gens qui sont derrière moi, nous vivons dans d'énormes conditions. Nous ne parvenons plus à dormir paisiblement, vu que tout ce que vous voyez derrière vous, donc ce sont des choses qui appartiennent à la banque. On a pris des dettes à la banque et voilà, dans peu de temps, nous allons les rembourser. Cela va constituer de graves problèmes. Comme vous le voyez, le Sénégal, nous les paysans, nous jouons un rôle extraordinaire parce qu'avec l'autosuffisance en riz, comme vous l'entendez souvent, c'est nous vraiment les moteurs de cette activité. Donc nous les agriculteurs de la vallée, nous lançons un appel pour que le président de la République vienne en aide. Avec de bons aménagements, les agriculteurs de la vallée peuvent procurer de très bons rendements. On est vraiment sous le champ. Comme vous le voyez, le riz est dans l'eau. Là, actuellement, c'est difficile de faire la récolte sous l'eau. À présent, un dossier sur le secteur de la minoterie et la boulangerie. Les inquiétudes des meuniers boulangers sénégalais avec l'expiration de l'accord d'exportation de céréales entre l'Ukraine et la Russie. Le 17 juillet dernier, le refus de Moscou de prolonger cet accord aura un impact dans leurs activités. Une hausse des prix n'est pas écartée. Toutefois, le financement de l'État pourrait atténuer les craintes. Amadou Sabarba. Pour le président de l'association des meuniers industriels du Sénégal, cette décision de la Russie de ne pas prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes aura forcément des répercussions sur la chaîne logistique en Afrique, notamment au Sénégal. Claude Demba Diop. Tout de suite, dès qu'il y a eu cette annonce, les gens ont pensé tout de suite au prix des céréales en général, et en particulier le blé et le maïs. Il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait effectivement une grosse spéculation qui se fasse sur ces deux produits. Mais pour le moment, nous ne sommes pas trop inquiets au Sénégal, pour la bonne et très simple raison qu'en général, les meuniers ont tendance à se couvrir sur 2 ou 3 mois. Dr Seydina Omar Sey, économiste, n'exclut pas une nouvelle inflation. Quand donc on n'arrive plus à avoir cela au niveau du continent africain de manière générale, et notamment pour la sous-région ouest africaine, ça veut dire qu'ici, on va être à des niveaux de stress, tout simplement, en termes de stock. Quand, par exemple, les stocks de sécurité disponibles, tout simplement, vont s'épuiser, c'est clair que c'est bonjour la spéculation à travers la surenchère. La perturbation des chaînes logistiques va entraîner tout simplement le renchérissement des coûts, et cela va provoquer tout simplement de la spéculation, et cette spéculation aura un impact sur tout ce qui est le coût du blé, et forcément les meuniers également vont répercuter cela tout simplement sur le consommateur final. Pas d'inquiétude du côté des boulangers avec le financement de l'État du Sénégal. Amadou Gaye est le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Si cette situation continue, les coûts vont augmenter, et cela pourra comme conséquence en Afrique une hausse généralisée des prix de la farine, éventuellement du prix du pain. Mais je vous rassure que pour le Sénégal, le gouvernement du Sénégal avait déjà pris depuis 1 an et demi l'option de faire une subvention, et cette option est en train de continuer. C'est-à-dire que cette situation ne pourra pas impacter le Sénégal pour le moment, dès l'instant que le gouvernement a pris l'engagement de faire cette subvention. Mais si cette subvention est levée, mais il faut qu'on s'attende à une hausse du prix de la farine, mais éventuellement une hausse du prix du pain. Bien qu'aujourd'hui, la hausse devait même être le prix du pain, parce qu'il y a la hausse du prix de la levure, des améliorants. Un brin d'espoir chez les meuniers avec l'annonce du Kremlin pour les pays africains. Claude Demba Diop. Les nouvelles que nous avions reçues, c'est que le ministère des Affaires étrangères russe a fait une annonce pertinente en disant qu'ils vont quand même créer un couloir pour les pays nécessiteux et essayer de protéger tous leurs anciens clients, au point qu'on pense qu'au-delà de ce qui va se passer à travers le monde, il se pourrait que les pays africains soient ménagés. Pour rappel, le Sénégal est en quête de la souveraineté alimentaire. Notre pays est en pleine expérimentation pour la production du blé local. La commercialisation a débuté depuis des mois. Dans l'actualité judiciaire, le coordonnateur de Y'en a marre qui est à l'écoute de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, elle doit se prononcer sur la requête du procureur délibéré donc attendue ce mardi. Le parquet avait introduit une demande aux fins d'annuler la liberté provisoire accordée à Alioune Sané. Ce rendez-vous, les rencontres gouvernement-presse, le ministre porte-parole du gouvernement et le ministre auprès du ministre de l'eau
l'eau et de l'assainissement chargés de la prévention et de la gestion des inondations font face à la presse cet après-midi. Ce sera à la salle de conférence de la primature. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. Washington sanctionne 3 responsables maliens dont le ministre de la Défense. Les États-Unis ont annoncé des sanctions économiques contre 3 militaires maliens pour avoir facilité le déploiement et l'expansion des activités au Mali du groupe paramilitaire russe Wagner. Washington fait état de preuves montrant que le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, et 2 autres gradés de l'armée de l'air ont contribué aux activités malveillantes du groupe Wagner au Mali. Selon un communiqué du département américain du Trésor, ces responsables ont rendu leur peuple vulnérable aux activités déstabilisatrices et aux violations des droits humains du groupe Wagner. Les avoirs aux États-Unis de ces 3 responsables sont donc gelés et il leur est interdit d'effectuer des transactions avec des personnes ou des entreprises américaines. Une délégation de l'Union africaine est à Ouagadougou. Il s'agit d'une mission d'évaluation de la transition au Burkina Faso. Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation africaine séjourne depuis samedi dans la capitale burkinabé. Les échanges ont été fructueux selon les membres de la délégation à Wambaye. Selon l'un des porte-parole de la délégation, les échanges se sont déroulés dans la sérénité. La délégation a expliqué les objectifs de sa mission, parmi lesquels débloquer des points de désaccord entre la CEDEAO et les autorités de transition du Burkina. L'ambassadeur Mohamed Lamine Diaw, qui dirige la mission, déclare, je cite, « En tant qu'organe compétent en matière de sécurité au niveau continental, il est de notre devoir de venir au Burkina Faso au regard de la situation que traverse le pays, surtout les questions qui concernent le volet sécuritaire et humanitaire. » Fin de citation. Il ajoute que cette mission a aussi pour but de marquer la solidarité de l'Union africaine avec le gouvernement et le peuple burkinabé et également réitérer l'engagement de l'UA à accompagner le Burkina Faso pour relever le défi de la lutte contre l'insécurité. Après cette séance de travail avec le gouvernement, la délégation va rencontrer le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Sa mission s'achève demain, mercredi. Et puis Georges, les autorités russes accusent les Occidentaux, je cite, de soumettre les pays africains à une pression sans précédent pour les dissuader de prendre part au 2e sommet Russie-Afrique pour la paix, la sécurité et le développement. Déclaration du porte-parole de la présidence russe relayée par RFI. Le sommet en question est prévu à partir de jeudi prochain à Saint-Pétersbourg. Merci Anna Rocha, c'était l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec Babacar Mbaye Ngaraf, président de Synergie des acteurs de l'assainissement de la banlieue, et Babacar Babacar donc, président du mouvement Banlieue Avenir. Nous allons parler de la problématique des inondations, le phénomène qui persiste avec les fortes pluies de ces derniers jours, malgré les projets qui ont été annoncés par le gouvernement. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Georges et bonjour à tous. Football pour démarrer, Coupe d'Afrique des clubs, les représentants sénégalais fixés sur leurs adversaires. Oui, le tirage au sort a eu lieu ce matin. Notez que donc Génération Foot va affronter les Guinéens du Afia FC. Les champions du Sénégal vont d'abord se déplacer en Guinée avant de recevoir leurs adversaires. Le vainqueur de cette double confrontation va défier le Wydad de Casablanca. C'est le club, l'attaquant sénégalais Bouli Junior Sambou, finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des champions africaine. Pour le premier tour de la Coupe de la Confédération africaine, le Casa Sport, qui a été désigné par la Fédération sénégalaise de football, sera opposé à l'étoile filante de Ouagadougou, qui a donc remporté la dernière édition de la Coupe du Burkina Faso. Le vainqueur de cette double confrontation va donc affronter au dernier tour Rivers United du Nigeria. Tout à l'heure, donc, nous aurons l'occasion d'entendre, oui, on va l'entendre, le président du Casa Sport qui s'est entretenu avec Sonacham.
Représentant du Sénégal pour la Coupe de la Confédération de la CAF, le Casa Sport va en découdre avec l'étoile filante de Ouagadougou qui a remporté son 14e titre de Coupe nationale le 28 mai dernier. Le président du club fainéant de Ziguinchor, Seydou Sané, revient sur le tirage. Le football sénégalais aujourd'hui à la croisée des chemins et aujourd'hui ce qui reste à confirmer c'est au niveau des clubs. Et tout comme Génération Foot et Casa Sport, nous allons nous engager sincèrement à montrer davantage que le Sénégal, qui est champion du CHAN, a un niveau élevé dans son championnat. Avec tout le respect qu'on doit au football burkinabé, les U20 burkinabés ont donné une bonne impression dans la Coupe d'Afrique et tout. Alors donc c'est pourquoi c'est un match à prendre au sérieux en respectant l'adversaire. Choisi en tant que vainqueur de la Coupe du Sénégal 2021 et 2022, le Casa Sport ne compte pas perdre du temps après le championnat pour entamer sa préparation pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Nous sommes en train de nous préparer parce que là j'avoue que nous avons fini le premier cycle. Beaucoup de nos joueurs sont en train d'être transférés dans d'autres clubs en Europe, en Asie ou en Afrique. C'est tout comme Génération Foot qui libère cette année 22 joueurs. Mais c'est normal, c'est ça aussi le football. Comme vous l'avez constaté, nous avons une petite catégorie très performante, mais on ne va pas se limiter à la petite catégorie. Mais nous sommes en train aussi de faire des recrutements dans d'autres clubs ici au Sénégal, en Afrique. Et nous allons bâtir une équipe rapidement qui pourrait donner satisfaction. Nous sommes en train de nous affairer à un camp d'entraînement. Nous allons sans repos, sans répit, aller vers un camp d'entraînement pour préparer ces jours qui sont très importants. Le vainqueur entre le Casa Sport et l'étoile filante de Ouagadougou va affronter Rivers United du Nigeria. Soda Cham rappelait que le Casa Sport avait représenté le Sénégal en préliminaire de la Ligue des Champions. C'était la saison dernière. Le champion du Sénégal était arrêté dès le premier tour pour l'édition 2023. Les préliminaires de la Coupe d'Afrique des clubs donc vont se dérouler à partir du 15, 16 et 17 septembre prochain, Georges, pour le premier tour. Les CAF Awards Youssouf auront lieu au Maroc le 11 décembre. Oui, c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs du football africain. Une cérémonie qui sera une nouvelle fois organisée par le Maroc, qui avait donc organisé également l'édition précédente. L'année dernière, justement, c'était l'attaquant sénégalais Sadio Mané et l'attaquante nigériane Assissat Oshoala qui ont été sacrés meilleurs joueurs et de la saison chez les hommes. Donc les cartes qui restent à distribuer cette saison, on saura qui sera peut-être le successeur de Sadio Mané pour cette distinction. Notez que donc la cérémonie aura lieu, Georges, le 11 décembre à Rabat au Maroc. Préparation de l'Afro-Basket Rwanda 2023, les Lions vont jouer un second match amical. Ce sera demain mercredi face à l'équipe de la RDC au Kigali Arena, une rencontre qui était initialement prévue aujourd'hui mais finalement décalée d'un jour puisque la sélection congolaise arrive finalement au Rwanda ce mardi. Pour rappel, l'équipe féminine du Sénégal avait disputé un premier match amical, c'était dimanche dernier à Kigali. Match donc perdu par les Lions face au Mozambique, 70-69. Beach Soccer à présent, le capitaine des Lions fait le bilan de leur participation à la Coupe des Nations. Le Sénégal, qui est médaille de bronze, 3e sur 4 équipes, les champions d'Afrique, ont perdu leurs 2 premiers matchs contre l'Iran et la Russie qui a remporté la compétition. Mais les Lions se sont ressaisis en battant les Émirats Arabes Unis. Une bonne victoire pour le moral, selon le capitaine qui tire un bilan positif de cette participation du Sénégal à ce tournoi des 4 nations en Russie. Al-Seni Ndiaye que je propose de suivre. Contre l'Émirat arabe, on a pu se ressaisir et avoir cette belle victoire. Il y avait de la réaction parce que nos 2 premiers matchs, on a arrêté surtout nos premiers tiers. On a pu rectifier et alhamdulillah, donc on a gagné 5-1. Ça fait du bien pour le groupe, donc pour le reste des futures compétitions qui viendront, Inch'Allah. Parce que ça fait 3 matchs qu'on n'a pas gagné. Donc aujourd'hui, ça fait du bien. Ça permettra à l'équipe de ne plus douter. On a terminé 3e derrière la Russie qui est championne. L'Iran 2e, Sénégal 3e avec une médaille de bronze. Le bilan est positif. Donc ça fait depuis 2021, on n'a pas joué avec une équipe de haut niveau. Donc depuis notre demi-finale contre la Suisse, donc on n'a pas encore joué avec les pays de haut niveau. Ça a été l'occasion. Donc on a pu
prendre des leçons et on va continuer le travail. On a promis aux Sénégalais quelque chose qu'on veut accomplir, Inch'Allah, qui est la Coupe du Monde. On va continuer à travailler et Inch'Allah, d'ici le jour J, on sera fin prêt. Alcine Ndiaye, la Coupe du Monde de beach soccer qui va se jouer aux Émirats Arabes Unis. Merci Youssouf Bodian. Lecture et commentaire de la presse de ce 25 juillet 2023. Mohamed Ali Moubar. Bonjour. À la une, le drame de l'immigration irrégulière au large de Ouakam. Le bilan s'alourdit. Les morts continuent de s'amonceler sur les plages de cette localité. D'heure en heure, le bilan donc passe de 10 à 18 morts. Plusieurs jeunes portés disparus. Révélation sur une nouvelle tragédie. À bord de petites pirogues, les candidats au voyage avaient rallié l'embarcation qui avait notamment jeté l'ancre au niveau de l'île de la Madeleine après avoir pris le départ à Thiaroye Soutien Libération, qui se fait ainsi l'écho, bien sûr, des premiers éléments de l'enquête. En effet, en tentant de fuir une patrouille, le capitaine de la pirogue a violemment heurté un rocher avant que la pirogue ne se renverse vers 3 heures du matin. 15 corps repêchés en tout, d'autres sont restés en mer. Selon les 3 rescapés recueillis, l'embarcation était pleine à craquer. Selon Réumi Quotidien, les jeunes tombent donc comme des mouches. L'info parle de scènes horribles à Ouakam. Sursa, qui joue le film du drame, informe que les choses sont allées très vite. La gendarmerie nationale a été d'abord alertée par la présence d'une pirogue transportant des migrants. C'est ainsi que la marine nationale et la direction de la surveillance des pêches se sont dépêchées sur les lieux. Dès qu'elle a aperçu la présence des gardes-côtes, la pirogue a pris la fuite avant de heurter quelque chose dans la mer au niveau du Ouakam, a dit encore le journal. Scène de panique, la pirogue se renverse, les occupants sautent. Certains, bien sûr, qui ne savent pas nager sont pris au piège d'une mer avec ses vagues. Beaucoup ont été aspirés dans les profondeurs du Grand Bleu qui va finir par les rejeter plus tard sur les plages inertes sans vie. Le président Macky Sall, qui s'est ému de la situation, a exprimé, je cite, sa profonde douleur. Dans Source-A, toujours, le ministre de l'Intérieur, parti sur les lieux dès les premières heures du drame, a promis de traquer sans management les passeurs et tous les organisateurs de ce voyage de la mort. Ce matin, Sud Quotidien se désole. Le journal regrette qu'on ait perdu à jamais ses vies, brisé le rêve dans les flots de l'Atlantique. Après la brèche de Saint-Louis et sa vingtaine de morts, Barça ou Barsac a tué encore, écrit le journal. L'Obs note pour sa part que la pirogue a quitté en fait Mboro. À bord, 50 passagers avaient pris place. Mon confrère, qui a enquêté pour ses lecteurs, retrace l'itinéraire de l'embarcation qui a échoué au large de Ouakam. Lieu du drame, comment cette pirogue s'est retrouvée ensuite coincée entre les rochers. Overdose de drame, Bichon du coup enquête. Le confrère note que la pirogue n'était pas taillée pour rallier l'Espagne. Le Soleil parle de destin simplement échoué sur l'hôtel de la cupidité. Le confrère se fait écho dès la première page du plan opérationnel de prise en charge de l'immigration clandestine annoncé par les autorités. Mais le jour, alerte, 150 migrants en tout sont portés disparus. Une autre pirogue à partir de Fast Boy jusque-là introuvable depuis bientôt 15 jours. De l'immigration irrégulière et ses drames à la grève des transporteurs dans un Dakar qui patauge, sale temps pour Gourgourlou. L'info pointe le calvaire des usagers pris dans les pièges des eaux des premières précipitations sur la capitale. Soursa, qui est descendu sur le terrain, note que les parcelles assainies de Keur-Massar portent mal leur nom. Encore une fois, quelques gouttes de pluie et ça patauge. Depuis hier, Ousmane Sonko, libre de tout mouvement, l'État du Sénégal, à la surprise générale, a levé les barrières qui le coinçaient chez lui et le maintenaient en cage depuis son Tchoki fin de mai dernier. Le journal note que le leader de PASTEF est libre désormais de tout mouvement sans donner plus de précision. Sonko débloqué relève du coup l'AS. Direct Info croit savoir que cette situation est inédite et elle met mal à l'aise la justice sénégalaise. Le journal constate que Sonko est le seul contumax trouvable et de se demander finalement s'il n'y avait pas de nom dit dans cette affaire. Et puis sport pour boucler, à la une du journaliste Stade Quotidien, le transfert d'Ismaël Sarr. Oui, il est à la conquête du Vélodrome, c'est à Marseille, désormais donc pensionnaire de ce club. Un salaire brut de 2,7 milliards de francs CFA va lui être payé par an. Vitesse, percussion, qualité de dribble, il vient avec cette envie de bien faire. C'est un garçon qui aime ce genre de défi, a dit encore le confrère. Dans le journal Stade Quotidien, pour boucler, à la décision du CNG connue
tenue au sujet de Ama et Gris Bordeaux. Le combat va ouvrir la saison 2023-2024. Le journal note que Ama Baldé Gris Bordeaux, ce combat donc est programmé pour le 1er octobre. Ama Baldé Modou le 5 novembre. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h34, nous en arrivons à la dernière note de ce grand journal. Point de vue sur la problématique des inondations. Le phénomène qui persiste avec les fortes pluies de ces derniers jours, des quartiers de Kermassar sous les eaux, Touba pas épargné. Et pour en parler, Babacar Mbaye Ngaraf, président de Synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue. Bonjour Babacar Mbaye Ngaraf. Bonjour Georges. Avec nous également Boubacar Ba, président du mouvement Banlieue Avenir. Bienvenue Boubacar. Bonjour Georges. Alors je démarre par Boubacar Mbaye Ngaraf. On a campé le décor avec des quartiers déjà sous les eaux, en tout cas des quartiers de Kermassar. Touba également qui n'est pas épargné par le phénomène à la suite des pluies de ces derniers jours. Kermassar récemment, c'est le cas du quartier Sotrak. Vous intéressez, Babacar Mbaye Ngaraf, à la problématique des inondations depuis très longtemps maintenant. Alors, comment se présente la situation sur place dans la banlieue? Est-ce qu'elle est préoccupante? Si je dis situation préoccupante parce qu'on en est à la première forte pluie. Oui, c'est ça d'ailleurs l'inquiétude et l'angoisse parce que nous en sommes juste à la première pluie et les populations de la banlieue sont encore plongées dans les inondations. Situation d'autant plus inacceptable, incompréhensible pour la bonne et simple raison qu'aucun Sénégalais ne pouvait imaginer que 10 ans après le plan national de lutte contre les inondations, après que 767 milliards aient été dépensés, on pourrait encore revivre la qualité des inondations. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est qu'effectivement, où sont passés les 767 milliards? Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas enregistré de résultats, mais ces résultats sont largement en deçà des attentes des populations. Et pourtant, le maire de Kermassar Nord, lui, en tous les cas, a affirmé récemment que des progrès sont notés dans la lutte contre les inondations. Oui, je ne dis pas le contraire. Je dis que des résultats ont été enregistrés. Mais les résultats sont largement en deçà des attentes et des sommes dites dépensées. C'est pour cela que nous avons toujours réclamé un audit de ce plan décennal. Avec pour objectif de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pourquoi cela n'a pas marché. Maintenant, quelles dispositions prendre, quelles dispositions mettre en place pour parer à toute éventualité. Mais je crois qu'on puisse dire, on ne peut pas comprendre, après 10 ans de lutte contre les inondations, on ne doit même pas dire 10 ans, parce que rappelez-vous que la lutte contre les inondations a démarré en 2006. Et l'État actuel avait hérité d'un bon legs, ce qui devrait permettre qu'avec 760 milliards, qu'on ne connaisse plus ces inondations et qu'on ne dit surtout pas parce que le Sénégal a arrêté de fortes pluies. C'est justement parce qu'on devait faire face à de fortes pluies que les Sénégalais ont accepté de patienter 10 ans pour qu'au terme de ce plan, les inondations soient de vieux souvenirs dans notre pays. Mais bon, oui, je vous ai posé la question de savoir le tableau de la situation dans la banlieue à l'instant. Est-ce que vous l'avez? Non, nous avons les inondations, que ce soit à Kermassar, les inondations encore repérées sur place, que ce soit à Yembol, Malika et autres. Encore une fois, nous connaissons des progrès significatifs au niveau de Guédiawaye et dans certaines autres parties de la banlieue. Mais les sommes dépensées devraient permettre de connaître des résultats meilleurs que cela. Alors, Boubacar Ba, président du mouvement Banlieue Avenir, est-ce que vous êtes en phase avec Babacar Mbaye Ngaraf pour ce qui est du tableau actuel de la situation des inondations dans la banlieue après une seule pluie Absolument, je suis en phase avec lui. Nous qui vivons dans la banlieue, nous qui avions commencé à nous impliquer dans ces programmes-là depuis 2005, n'oubliez pas que le plan Jahaï a été lancé, il y a un héritage qui est là. Et allez-y aujourd'hui à Médoulogounans, allez-y un peu dans ce qu'on appelle Daoudan Pikin, allez-y un peu dans Wakinan Nimzat. On sait qu'aujourd'hui là-bas, les dégâts ne sont plus constatés à un certain niveau, puisqu'il y a des travaux qui ont été réalisés à Guédiawaye aussi. Mais moi, je crois que l'État, c'est la continuité. Quand le président Macky Sall est arrivé, il a lancé un programme décennal. Donc, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de rigueur.
mais aussi d'implication des populations et des professionnels dans la réalisation de ces ouvrages. Allez-y à Kermassar. Kermassar, on ne peut pas nous dire que ça a été créé après la sécheresse, mais Kermassar, c'est récent. À part Kermassar village, Kermassar, c'est de nouvelles cités, c'est de nouvelles villes. La SNHLM a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce quartier. Il y avait un programme d'assainissement qui a été prévu dans l'attribution de chaque maison pour chaque population. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les entreprises qui ont en charge... Justement, est-ce que c'est pas là que se situe le problème? L'assainissement vient après l'implantation des populations dans les zones, après la construction de domiciles. Oui, mais quand l'État s'engage sur un programme d'assainissement et qu'il met autant d'argent et qu'on finisse au bout de 2 ans, au bout de ces 9 derniers mois, il y a eu des visites, il y a eu des tournées qui ont été faites. Mais aujourd'hui, à la première prise, on constate que c'est le déluge, c'est le désarroi. Comment faire les populations? Ça, c'est un. Deuxièmement, je parle de l'implication des populations. Nous, en 2006, nous avions monté ce qu'on appelle les BJ, les brigades d'action et d'intervention dans les zones inondées et inondables. Il faut mettre à contribution la jeunesse. Aujourd'hui, cette situation-là, si on avait mis à contribution la jeunesse, les autorités locales, les chefs de quartier, je crois que l'État aurait eu plus d'informations et de résultats et pourrait les mettre à la disposition des entreprises qui ont l'ouvrage. Aujourd'hui, les responsabilités sont partagées entre l'État et ceux qui ont en charge de l'exécution de ces programmes-là. Parce que quand on lance un programme d'assainissement, de canalisation, mais il y a des cahiers de charges. Pendant l'appel d'offres, il y a des dispositions pratiques qui sont prises. On ne peut pas comprendre que des entreprises, chaque fois qu'on mette à leur disposition, qu'on leur demande de réaliser des ouvrages, qu'on finisse, au premier prix, qu'on se retrouve dans les projets dans les eaux et qu'il n'y ait pas de sanctions, ça vous dit qu'il y a un problème. Mais justement, pourquoi les travaux de réalisation d'ouvrages de grande envergure pour contenir les inondations ne donnent toujours pas les résultats escomptés? Mais parce que tout simplement, il faut dire la vérité, les entreprises qui ont en charge ces ouvrages-là, soit elles ne sont pas compétentes, soit elles ne mettent pas à fond les dispositions pratiques qui ont été prises par l'État donc dans la réalisation de ces ouvrages. Et là, il faut auditer. Il faut sanctionner. Et il faut sanctionner toute la chaîne. Autrement, il faut aussi que les autorités écoutent les populations. Moi, ça fait 3 mois que des populations de Kermassar organisées, je dis organisées, ont adressé des correspondances aux autorités compétentes. Ils demandaient juste à les rencontrer et à contribuer même pour la réalisation d'ouvrages dans leur quartier pour drainer les eaux vers le Grand Canal. Mais ils n'ont pas réagi. C'était le grand mépris total. Et aujourd'hui, les gens vont dire que oui, mais c'est le même problème à Touba. Et aujourd'hui, à Pékin, Dagodan, j'ai dit, Dagodan, Pékin. Quand vous allez à Dagodan, Pékin, quand vous allez à Médouno Gounas, le problème est pratiquement réglé. Mais allez-y aujourd'hui à Tcharingit, les quartiers sont inondés. Allez-y à Tuaon Tchaksao. Pourtant, il y a un ouvrage à Tuaon Tchaksao. Alors, il y a un problème de responsabilité qui est partagé entre l'État commanditaire, mais aussi entre les exécutants. Et il faut que le peuple, et que ces populations-là, exigent des audits de ces ouvrages-là. Et qu'en urgence, il faut que l'État, je lance un appel, parce que nous, en 2005, quand il y a eu des problèmes, et qu'on ait interpellé le président Abdoulaye Wade, ce qui était à l'origine des plans Jahay, il a mis à contribution le génie militaire. Il faut mettre à contribution aujourd'hui, en urgence, au-delà des plans, le génie militaire et les populations des quartiers, dans des zones inondées et inondables, pour au moins atténuer la situation en attendant donc des dispositions pratiques soient prises.
Un plan Orsec qui n'est pas encore déclenché en tous les cas. Babacar Mbaye Ngaraf, vous avez toujours été de ceux-là qui demandaient l'audit du plan décennal de lutte contre les inondations. Ce plan décennal, il y a aujourd'hui le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Le constat est que depuis le début de l'année, le ministre en charge des inondations fait des tournées dans le pays. Il avait même donné des assurances que la situation allait s'améliorer à Touba et dans d'autres localités. Où se situe le problème? Mais là aussi, le ministre en charge des inondations. Oui, parce qu'à Touba, on a construit des ouvrages, d'autres qui sont toujours en cours. Mais c'est ce qu'il faut surtout bannir, parce qu'il faut qu'on divorce avec cette gestion événementielle des inondations. Les inondations, on ne les gère pas pendant. Il faut un programme et des actions planifiées. Mais au lieu de s'attendre à de telles tâches, les autorités ont tendance à verser dans la mégalomanie ou peut-être même ce qu'on pourrait appeler de la concanderie. Il y a de cela quelques années, M. Omar Gueye, ministre à l'époque, qu'il m'excuse, avait assuré les populations qu'on n'allait pas faire des inondations. Aujourd'hui encore, son successeur a emprunté les mêmes pas. Les inondations sont là, avec seulement la première pluie enregistrée dans ce pays. Il y a un mot sur lequel est largement revenu Boubacar Ba au passage, c'est on audit. Aujourd'hui, le mot qui brûle toutes les lèvres des populations de la banlieue, pour ne pas dire du Sénégal, c'est on audit du plan décennal. Si l'exécutif ne prend pas ses responsabilités, l'Assemblée nationale doit prendre les siennes en mettant en place une commission d'enquête parlementaire. Il y a de cela quelques années, on avait connu une mission d'information parlementaire. Mais la mission d'information parlementaire, que nous félicitons au passage, a fait son travail, mais avec les limites que nous connaissons. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est une commission d'enquête parlementaire. C'est pour cela qu'on ne peut pas cacher notre déception de cette législature. Pourquoi? Parce que la plupart des députés qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée ont eu à nous habituer à des tournées pendant les générales. Donc ils ont une connaissance peut-être pas en tout cas importante de la sous-inondation ici en banlieue. Mais quelques mois après, on a vu qu'ils ont rangé ces députés-là, donc derrière une préoccupation première, la gestion des inondations. En lieu par de ces questions, on a chaque fois à des querelles politiciennes qui n'ont aucun impact sur le vécu des populations. Encore une fois, il nous faut un audit du plan décennal de lutte contre les inondations. Il nous faut planifier la lutte contre les inondations. Et si on y prend garde, mais dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faudra faire pour au moins épargner les populations qui commencent déjà à vivre les affres des inondations? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Mais ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on devrait faire depuis des années. N'oubliez pas que quand on lançait le plan décennal, c'était pour rompre avec les plans Orsec et autres. Mais aujourd'hui, le plan décennal, il est également un plan Orsec avec HORF-SEC. Il faut bannir ces gestions événementielles, ces gestions d'urgence, ces gestions catastrophiques. Le plan décennal, c'était pour mettre un terme à cette façon hasardeuse de les inondations-là. Il y a un autre problème, Georges. Je disais tantôt que nous n'avons pas encore fini avec les inondations pour la bonne et simple raison que la principale cause des inondations, c'est une absence d'aménagement dans les zones d'habitation. C'est un difficile accès des populations gourgourlou aux bonnes terres. Vous savez, dans ce pays, il n'y a pas 3 terres, il n'y a que 2 types de terres. Les terres propres à l'habitation et des zones impropres à l'habitation. Les zones non édificantes. Très bien. Le problème au Sénégal, c'est que les bonnes zones, entre guillemets, habitables, sont difficilement accessibles par gourgourlou, qui n'a que les zones non édificantes pour ériger sa maison. Conséquence, il va cohabiter avec l'eau. Donc, il faut régler le problème d'aménagement, mais il faut également régler le problème d'accès aux bonnes terres au Sénégal. Merci Babacar Mbaye Ngaraf, président de Synergie des acteurs de l'assainissement de la banlieue. Boubacar Ba, je termine avec vous. La question que j'ai posée à Babacar Mbaye Ngaraf, qu'est-ce qu'il faudra faire dans l'urgence pour que la situation ne se complique pas davantage dans ces zones qui commencent déjà dans ces zones déjà inondées? Oui, moi je crois que d'abord, dans un premier temps, il faut rapidement
je ne dirais pas un plan Orsec, mais un plan beaucoup plus fort que le plan Orsec. Il faudra tout de suite mobiliser le génie militaire. Et pour déjà que ces eaux-là qui sont dans des zones... Pour un pompage dynamique. Dynamique, mais il faut aussi impliquer les jeunes dans ces zones-là en mettant des brigades dans chaque zone pour le drainage et la sécurisation des eaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Kermassar. La plupart des eaux sont déversées carrément au niveau de la faille cassée de Mbao. Alors que il suffisait tout simplement de renforcer le bassin qui se trouve à Apixitoa-Wunpel, de reverser les eaux depuis là-bas et après de les drainer vers la mer. L'urgence aujourd'hui, c'est très rapidement de tirer ces eaux-là qui sont dans ces zones-là et de les amener vers la mer. Ça, mais au-delà de ça, c'est qu'il faut impérativement impliquer la jeunesse, mais qu'il faut très rapidement aussi commencer à trouver des zones de recasement des populations. On ne peut pas tous les années, on peut pas chaque 5 ans parler d'une zone de recasement comme ce qui s'est passé avec le plan Jahay et le programme du président Macky Sall à Taounpel. Voilà, Yakar. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'assister les populations. Mais en les assistant, il faut les impliquer aussi parce qu'ils sont mieux informés que nous tous. Mais au-delà d'informer, est-ce que les collectivités territoriales également n'ont pas une part de responsabilité? Ces collectivités territoriales qui laissent tout entre les mains, par exemple, du projet, entre les mains de l'État, alors qu'ils devraient pouvoir réaliser des ouvrages connexes autour de ceux qui sont mis en place par l'État central. Mais le premier responsable de cette situation, d'abord, c'est les collectivités locales et l'État central. Pourquoi les collectivités locales? Parce que la plupart des zones aujourd'hui qui ont été aménagées l'ont été avec la complicité des collectivités. Je vous donne un exemple précis aujourd'hui en État. C'est la zone de Bot-Sénégal. La zone de Bot-Sénégal qui est entre la commune de Bambilor et de Kerndiaïlo. Vous savez ce qui se passe là-bas? Allez-y sur le site. Il y a des promoteurs privés qui sont en train aujourd'hui de faire des aménagements, des terrains qu'ils vendent dans les zones de culture. Quand on m'a amené là-bas pour un achat, j'ai dit aux promoteurs, mais il est plus facile pour vous d'investir dans l'agriculture que d'amener les gens ici d'ici 10 ans. Ils vont tous être inondés. Merci. Sur le fait de votre responsabilité. Et c'est ce qui s'est passé à Kermassar. Nous avons une part de responsabilité. Notre ancien régime. Je les avais alertés. J'avais alerté à l'époque les maires concernés. Je leur avais dit que ce que vous êtes en train de faire sans aménagement, vous risquez d'exposer des populations. Merci. Et la SNHLM aussi a joué un grand rôle dessus parce qu'il était au centre de ces aménagements. Merci Boubacar Ba. On aura l'occasion de poursuivre le débat dans la partie point de vue dans le grand journal en Wolof avec Fama Dione. Ce sera à 13h dans moins de 8 minutes. C'était point de vue. Et c'était le grand journal présenté par Georges Dekediop. Merci à Aliouba qui a assuré la partie technique, Yacine Pouy à la digitalisation, à Wambaye et à